Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce deuxième cours de ma chaire de boomérologie, lequel cours, étant donné que je me trouve toujours sur le territoire français, devient par conséquent aussi le journal de bord d'un travail de terrain, d'un voyage d'études, donc dans le Booméristan. Alors, au risque de sauter aux conclusions, je dirais d'ores et déjà que c'est absolument passionnant, et notamment pour quelqu'un qui, comme moi, tout en étant français, a passé le plus clair de sa vie adulte dans des pays post-communistes. C'est absolument fascinant de visiter un pays post-capitaliste au début de sa transition. En Roumanie, par exemple, dans les années 90, encore dans les années 2000, maintenant déjà un peu moins. On peut se demander pourquoi d'ailleurs, mais le cliché admis à peu près universellement, c'était de considérer que tout ce qui a suivi la Noël 1989, donc l'exécution du couple Ceausescu, le changement de régime, constituait la transition. Alors la transition vers quoi exactement? Bon, il y a eu beaucoup de blagues là-dessus, mais en tout cas, moi, j'ai vécu le plus clair de ma vie adulte dans la Roumanie des années de la transition. Et là, depuis quelques jours, j'ai l'impression de découvrir la France des années, du tout début d'ailleurs, des années de la transition. Alors, c'est pas la transition post-communiste, c'est la transition post-capitaliste, mais, et là le détail pour ceux qui ont lu notamment Kojève est assez intéressant, ça se ressemble, ça se ressemble parfois comme deux gouttes d'eau. Donc je voudrais inciter par exemple tous ceux qui comme moi ont à un moment de leur vie rompu avec le masochisme occidental, qui ont décidé de s'expatrier en dehors de l'Occident historique, ou du moins dans l'une ou l'autre des périphéries de l'Occident historique, parce que l'Europe post-communiste centre-orientale, ça n'est pas vraiment un en dehors de l'Occident historique, c'est toujours le monde blanc et plus exactement la partie européenne du monde blanc, mais ça en constitue une périphérie, ce qui rendait d'ailleurs l'atmosphère là-bas fortement plus respirable pendant toutes ces années. Et donc aujourd'hui, j'incite très sérieusement les exilés, les refouzniks post-occidentaux comme moi, à faire cette expérience. Venez découvrir le Francistan dans les premières semaines, les premiers mois de sa transition post-capitaliste. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Ça a commencé dès mes premiers pas de retour sur le territoire français, bon, pour des raisons pratiques, et puis que c'est moins cher. Enfin bon, j'ai atterri très près de la frontière française, mais sur le territoire d'un État voisin. Et puis j'ai rejoint le territoire français au moyen d'un autobus. Bon. Et pratiquement dès la descente de l'autobus, dans une petite gare d'une bourgade frontalière, ma première constatation, ce qui vraiment m'a frappé, c'était que, ah ben tiens, donc en fait, c'était le genre de vécu qu'on pouvait avoir en Europe post-communiste dans les années 1990 et encore au début des années 2000. Je me dis, mais on vit à l'œil ici, mais tout est tellement bon marché, effectivement, par rapport au centre de Budapest et à l'aéroport de Budapest que je venais de quitter, les cafés, les sandwichs, même les bières pression, qui d'ailleurs pourtant sont meilleures. Mais en fait, tout était moins cher. Donc voilà, donc une raison de plus, vous voyez, je reste patriote à ma manière, j'incite au tourisme en France, à visiter le Booméristan pendant son naufrage. Non seulement c'est passionnant, mais en plus, finalement, c'est pas si cher que ça. Bon, tant qu'on n'essaie pas, par exemple, de se loger ou de se chauffer, bon, ça c'est autre chose. Mais ça viendra, ça viendra, ça viendra. Ça, je pense à les bonnes affaires sont encore devant nous de ce point de vue-là aussi. Or, dès mon arrivée donc, dans cette gare d'une bourgade frontalière, j'ai eu vraiment largement le temps de procéder à mes observations, dans la mesure où plusieurs des trains qui auraient dû me conduire à bon port, me permettre de rejoindre ma famille restait en France,
avait été annulée, hein. Et donc, bon, bah, j'entre dans une espèce de café, tabac, librairie, enfin ce qui reste de commerce dans cette gare. C'est d'ailleurs pas trop mal fait, on peut s'asseoir, il y a des tables, des chaises, c'est confortable. Euh, et là, je demande alors la vendeuse, bon, qui était en même temps aussi la barista, et puis la serveuse, et puis je pense la femme de ménage. Et donc là aussi, hein, on va vers une polyvalence, hein, qui fleure bon son monde de la transition, hein, pour ceux qui ont vécu l'Europe post-communiste. Et donc je lui achète un café et puis une carte SIM. J'avais besoin d'une carte SIM française. Au passage, j'ai découvert d'ailleurs, il y a un truc, c'est que par rapport à l'Europe post-communiste, ici, les images, même les mêmes images, hein, les photos prises avec mon smartphone, etc., doivent peser beaucoup plus lourd. Hein, ça doit être un phénomène météorologique, probablement lié au changement climatique. Et ça pèse beaucoup plus lourd, puisque avec le même gigaoctet de données mobiles que j'aurais acheté en Hongrie, par exemple, et qui m'aurait tenu bien 2 semaines, hein, en visionnant des vidéos. Enfin, bon. Là, j'ai dû envoyer à des amis restés à Budapest quelques photos, donc notamment de cette gare, et puis de la gare suivante, etc. Et le soir même encore, je reçois un message donc de Bouygues Télécom, qui me dit que mon gigaoctet c'est fini, hein. Donc j'en déduis que, hein, en Francistan, dans le Booméristan, attention, hein, ça faut le savoir, les images, les fichiers, hein, format image pèsent beaucoup plus lourd, hein, qu'en Europe post-communiste. Donc c'est l'une des différences entre l'Europe post-capitaliste et l'Europe post-communiste. Et donc je fais la conversation à cette petite vendeuse indigène, d'ailleurs, qui était bien sympathique, et puis surtout on avait le temps, hein. C'est maintenant, voilà, c'est maintenant en France on a le temps, hein, bon. Et donc je lui dis, bah oui, vous voyez, là je vais m'attabler parce que, hein, il y a quand même encore 1 heure à passer. Donc, ah oui, oui, bah oui, on a supprimé des trains. Et je dis, mais ça arrive souvent, ça? Ah oui, ces temps-ci. Elle me dit, oui, oui, c'est devenu fréquent, hein. Je lui dis, mais pourquoi? Ah ben on sait pas, c'est comme ça. Alors ça c'était très intéressant, hein, alors qu'il s'agit d'une région de France où, bon, théoriquement, les gens sont plutôt attachés, vous voyez, à l'ordre, à la ponctualité, tout ça. Donc c'était une réaction, et elle en venait, hein, elle avait l'accent. Bon. Donc c'était une réaction assez intéressante. Je me disais, tiens, une espèce de fatalisme comme ça. Alors quand ça se passait dans l'Est de l'Europe, je me souviens, hein, vous aviez tous les grands intellectuels, là, vous savez, ceux qui maintenant passent sur LCI, qui vous expliquent l'impérialisme russe. Bon. Et donc à l'époque, ils vous expliquaient, bah oui, vous savez, dans ces pays-là, hein, là-bas chez les sauvages, hein, là où je vis normalement, bah, le capitalisme, ça fonctionne pas bien, parce que c'est l'orthodoxie, c'est la faute de l'orthodoxie. L'orthodoxie a propagé une mentalité fataliste, hein. Et comme les gens sont fatalistes, bon, ils se résignent à tout, hein. Quand quelque chose ne marche pas, ils ne se demandent pas pourquoi, ils ne vont pas grogner, ils vont pas. Voilà, et puis donc tout va à volo, hein, c'est bon. Bah, vous voyez, là maintenant, il va falloir trouver de nouvelles explications, parce que visiblement, les post-catholiques ont un peu les mêmes réactions que les post-orthodoxes, hein, face au même phénomène, c'est-à-dire à l'effondrement d'un système socialiste, hein. Alors là-bas, c'était le système socialiste de facture soviétique, donc d'une certaine manière slave, hein, russe, bon, hérité donc du monde soviétique et des satellites de l'Union soviétique, hein, ce qu'on appelait le pacte de Varsovie. Bon, bah ici, c'est le socialisme à l'occidental, hein, le socialisme hilferdingien, schwabien, davosien, mais enfin, ça se casse la gueule, hein. Et alors, bon, le paysage après effondrement devrait quand même beaucoup ressembler. Néanmoins, il y a quand même des différences, et les différences, elles tiennent notamment au discours, hein, et notamment à la superstructure idéologique, c'est-à-dire que dès qu'on entre en contact avec la propagande du régime, hein, ce qui m'est arrivé évidemment dès que je suis arrivé au show euh, dans ma famille, évidemment, je suis tombé sur un téléviseur en état de marche,
qui m'a fait reprendre contact avec un autre vieux souvenir. Alors bon, il y a toujours des choses agréables, hein, certaines marques de bière, les croissants, bon. Et puis il y a FR3 aussi. Alors ça, c'est vrai, à l'étranger, l'idée ne me serait jamais venue. Alors j'imagine qu'on doit pouvoir trouver. Il doit y avoir quelques contenus sur Internet ou des trucs comme ça. Hein, de nos jours, c'est quand même... Bon, mais c'est vrai que l'idée ne me serait jamais venue, vous voyez, depuis la Roumanie, la Hongrie, la Géorgie, d'aller chercher sur Internet des émissions de FR3. Hein. C'est vrai que quand on est amateur de vintage communiste, dans ces pays-là, je sais pas, on va chez un bouquiniste et puis on trouve des œuvres, des éditions complètes reliées de Lénine, de Staline, etc. On n'a pas besoin de FR3. Bon. Mais là, je tombe dessus, c'était allumé, il y avait une émission d'FR3 et c'était passionnant. C'était en effet une reprise de contact avec la pensée boomer, hein, le discours médiatique occidental en général, et puis surtout français, c'est a fortiori quand on parle de médias d'État, hein, de chaînes du service public. C'est la pensée boomer, hein, donc les boomers parlent aux boomers, alors éventuellement par la voix de quelques présentateurs, qui eux sont des post-boomers, hein, puisque déjà ils sont pas encore à la retraite, et puis étant un peu plus jeunes, ils présentent un peu mieux, les bonnes femmes notamment, hein, bon. Alors quand même, pour conserver ce genre de boulot, ils sont quand même, je pense, instamment privés de faire preuve de boomérisme mental à un état avancé. Hein. C'est-à-dire que eux-mêmes sont peut-être un peu plus jeunes, mais enfin, la perspective idéologique, les accents du discours, là en revanche, on est dans le boomérisme dur. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est que le reportage sur lequel je suis tombé, lui aussi montrait des post-boomers, hein, en fait, même, je pense, des trentenaires, des gens plus jeunes que moi. Voilà, des autochtones d'ailleurs, hein, des sous-chiens. Alors du coup, ils étaient en train de travailler, alors pas dans des métiers en tension, hein, donc ils n'étaient pas donc, en bon français, en français ancien, hein, en français de l'ancienne normalité, ils n'étaient pas issus de la diversité et en train de servir de loufia à des boomers, hein, parce que les métiers en tension, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Bon. Non, c'était des sous-chiens, hein, c'était des whites, des blancos, avec des bermudas, des bottes en caoutchouc, comme ça, dans la mouise, hein, sur une parcelle de jardin bien irriguée, hein, maintenant par la sécheresse humide, et qui s'adonnait au jardinage. Hein, ils plantaient des salades. Alors jusque-là, vous me direz, bon, ça aurait pu être un sujet assez anodin, hein, voilà, la pluie emmerde un peu tout le monde, hein, mais la sécheresse humide, pardon. À quelque chose malheur est bon, vous voyez, quand même, les agriculteurs, eux, ils sont contents, voilà, on n'a pas besoin d'arroser, tout pousse bien, donc voilà, réjouissez-vous, hein, il va y avoir de la salade, bon. Et effectivement, si quelqu'un, donc dans le foyer, hein, dans ma famille, n'avait pas commis l'erreur fatale de brancher le son, j'aurais jeté un coup d'œil distrait, comme ça, hein, en pleine dégustation de mon bretzel. Bon. Et puis j'aurais pensé à autre chose. Vous voyez, voilà, la pluie tombe, les salades poussent, c'est formidable. Mais il y avait le son. Hein, donc il y avait le commentaire du commissaire politique au boomérologique, hein, de France 3. Et là, alors oui, là, je me suis dit, finalement, hein, alors bon, le voyage dure un peu, puis il y a les frais d'avion, de bus, mais ça vaut le coup. Hein, là, franchement, il y a une aventure, il y a un enjeu intellectuel. Et là, je me suis dit, oui, j'ai bien fait de venir. Je veux parler, en fait, du triomphalisme, des accents véritablement triomphalistes, du commentaire, donc qui accompagnait ce petit sujet, donc dans telle ou telle région, hein, de cette France désormais bien irriguée. Vous avez des jeunes qui se sont montés, alors en entreprise, en coopérative, on ne sait pas trop. A priori, quelle que soit la formule retenue, ils vont quand même devoir céder la moitié de leurs revenus, hein, à l'entretien des prétoriens du régime, hein, c'est-à-dire des boomers. Hein, parce que eux, ils ont vécu à crédit pendant 50 ans, mais maintenant ils sont vieux, et donc il faut qu'ils continuent qu'ils conservent le même niveau de confort, mais désormais sans bosser. Hein, voilà, donc, bon.
Et bon, bah, comme on n'a plus tellement le droit d'acheter de l'énergie comme on veut, hein, notamment fossile, c'est très mal, c'est très mal, c'est mauvais. C'est mauvais pour Gaïa. Ensuite, vous avez des ours polaires comme ça, esselés comme des enfants palestiniens sur des bouts de banquise à la dérive. Ah non, 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 ça c'était les décombres. Mais donc vous avez des ours blancs sous les décombres. Enfin bon, bref, pour une raison ou pour une autre, Gaïa, l'énergie fossile, notamment russe, hein, donc homophobe, elle est absolument contre. Et donc, nous, bon, bah, enfin, je veux dire, le Francistan, il a un régime hein, boomérologique au service de Gaïa. C'est une théocratie. Bon. Donc, bon, bah, on n'a pas d'énergie, on va pas faire de l'industrie. Hein, bon. D'ailleurs, on l'avait préparé, hein, puisque je me souviens de ce reportage récent sur un jeune fragile qui devait finir son école d'ingénieur, et puis je crois, à 6 mois des examens de sortie ou un truc comme ça, il s'est dit, ah non, non, c'est trop mal. C'est trop méchant, je peux pas faire ça, non, 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 parce que la catastrophe climatique, la sécheresse humide, enfin, il s'est dit, dans un pays aussi pluvieux, finir une école d'ingénieur, c'est criminel. Et voilà. Et donc, il a décidé de devenir, je crois, théâtreux ou un truc comme ça, enfin, tel ou tel métier subventionné, hein, c'est-à-dire de rejoindre les rangs, on va dire, des activistes du boomérisme mental. Bon, alors ça, c'est une option. Et alors, bon, pour ceux qui ont peut-être pas non plus l'entre-gens, les connexions, tout ça, hein, pour s'insérer pour entrer dans le monde facile, le monde enchanté de la subvention, et bon, bah, comme l'industrie a été sacrifiée, bah, écoutez, que voulez-vous il reste par exemple le maraîchage, hein, donc voilà, les salades, les salades. Et donc ces jeunes-là, ces quelques sous-chiens là, bon bah obstinés à vouloir gagner leur croûte au lieu de croquer gentiment tel ou tel RSA, vous voyez, une bonne petite subvention. Bon. Ben voilà, ben, ils se sont mis à planter des salades pour les vendre et puis avoir un revenu, quoi. Hein, bon. Il y en a encore, il y en a encore. Alors là, c'est là que ça devient particulièrement intéressant pour des gens comme moi comme disait Bukowski à l'avenir, à l'époque, donc le dissident, hein, le dissident soviétique, qui s'était installé aux États-Unis, encore sous Brejnev, je crois, et qui expliquait aux Américains, vous savez, moi j'ai vécu dans votre avenir. Bon, ben là, c'est pareil. Hein. Moi, voilà, il se trouve que bon, bah, je suis né ici, hein, je suis d'ici, je suis citoyen français. Mais bon, bah, j'ai été absent j'étais absent quelques temps, bon, et même absent de l'absence d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Mais bon, et voilà, il se trouve que j'ai vécu dans votre avenir, donc je vais vous expliquer. Dans les années 90, notamment en Roumanie, pas seulement, hein, il s'est passé à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement industriel, alors en partie dû au fait qu'effectivement c'était un système socialiste, une grande partie de ces industries en réalité n'étaient pas rentables, c'était du chômage dissimulé. Hein. Et comme ce monde-là n'avait pas les ressources magiques, hein, donc de la magie financière, hein, de l'argent magique, bon, qui permettent à l'heure actuelle à l'Occident en roue libre comme ça, mais bon, qu'à un, bon, de continuer à presque fonctionner. Bon, bon bah ça c'est bon bah dès qu'on a supprimé l'économie la centralisation donc l'économie du plan hein, dès que l'État a cessé d'être l'unique fonctionnaire légitime de toutes les activités productives, bon, bah, ça s'est effondré presque du jour au lendemain. Bon, y compris d'ailleurs des secteurs un peu plus rentables, hein, moins, on va dire, moins parasitaires, qui auraient pu survivre. Enfin, comme vous voyez, à la tête même de ces usines-là, je dirais surtout de ces usines-là, vous aviez bah, des commissaires politiques qui en ont profité pour se remplir les fouilles, hein, notamment en vendant les machines à des industriels européens qui les ont récupérés. Donc, vous voyez, c'est une habitude quand on perd des guerres. Hein, donc, les Allemands l'ont vécu en 1945, les Estiens, hein, ceux qui sont aujourd'hui les Européens post-communistes, l'ont vécu dans les années 90, c'est-à-dire que le vainqueur occidental, est venu prélever ses réparations de guerre. Hein. Alors non pas en vertu de tel ou tel traité, vous voyez, de signer dans un wagon à Versailles, ou bon, mais bon, bah, ça revenait un peu au même, hein, c'est-à-dire, bon, bah, d'ailleurs, ce qui est assez drôle du coup, c'est que c'est d'ailleurs l'élite de ces régimes communistes qui leur a vendu hein, et qui en a profité pour se transformer en oligarchie post-communiste. Hein, donc il faut imaginer, si vous voulez,
un troisième Reich qui s'effondre, et où ce sont finalement les dignitaires nazis eux-mêmes, enfin pas les plus importants, il faut quand même les pendre, bon, voyez, bon, mais on va dire les gens de la deuxième et de la troisième ligne, hein, de l'élite nazie, qui organisent la dénazification et puis le pillage, hein, du pays au profit des vainqueurs. Ah mais attendez, en fait, ça s'est passé, ça s'appelait la démocratie chrétienne d'Adenauer, et voilà, donc il n'y a même pas tellement besoin d'imaginer, hein, non, voilà, en réalité c'est toujours la même histoire, bon, même si on ne vous la raconte pas toujours précisément de cette manière, mais croyez-moi, en fait, c'est toujours la même histoire. Et donc, bah, comme il n'y avait plus d'industrie, les Roumains, par exemple, bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu la cage à lapin, hein, le 2 pièces, alors quand même avec l'eau chaude, hein, bon, que leur avait généreusement confié le couple Ceausescu, et qu'ils avaient eu, comme la plupart des Estiens à l'effondrement du communisme, la possibilité de racheter à l'État pour un prix symbolique, voire de l'obtenir à l'œil, enfin. Simplement, la cage à lapin dans le bloc bien gris de béton, là, bon, bah, elle était dans une ville ou une bourgade, où du fait de la disparition des industries, bah, il n'y avait strictement plus rien à bosser. Hein, donc, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme beaucoup d'entre eux, et c'était finalement leur chance, hein, étaient finalement des urbains de première génération, c'est-à-dire qu'eux avaient encore grandi dans un village, généralement pas trop loin de là, hein, en moyenne je dirais une cinquantaine ou tout au plus une centaine de bornes de la dite bourgade, et ben, ils ont vendu la cage à lapin. Euh, le produit de la vente leur a permis à ceux qui n'avaient pas conservé une maison quelque part au village de s'en racheter une, et puis avec, si possible, du terrain, hein, de la terre arable, des pâturages, de s'acheter, pour ceux qui avaient le plus de chance, encore quelques vaches, quelques cochons, bon. Et puis, bah, ils sont redevenus paysans. Hein. Ce qui leur a permis, bah, d'abord de survivre eux-mêmes, hein, d'avoir leur lait, leurs œufs, leur viande, voilà, d'arriver à l'an 2000 en faisant toujours partie de la minorité de ceux qui se promènent sur la surface de la croûte terrestre, donc sans avoir rejoint la grande majorité de ceux qui fertilisent l'humus, hein, sous cette croûte terrestre. C'est comme ça que le bouddhisme tibétain appelle les morts. Hein. Les morts, c'est la majorité. Et effectivement, si vous faites un calcul, hein, statistique depuis les débuts de l'humanité, bon, voilà. Donc, ils ont pu ne pas rejoindre la majorité, et pour les plus chanceux, même dégager un petit excédent et puis aller le dimanche, hein, au marché de la bourgade pour vendre leur excédent de lard, de fromage blanc, bon, entre autres me le vendre à moi, hein, puisque j'étais d'ailleurs un excellent client. Pendant 15 ans en Roumanie, j'ai très très bien mangé euh, ce qu'on appelle maintenant chez vous, donc dans le Bouméristan, ça s'appelle l'alimentation bio. Voilà. Euh, bon, ben à l'époque, voilà, ça coûtait 20 centimes. C'était les excédents voilà. C'était la stratégie. La stratégie de rebond, hein, c'était la stratégie de sortie de crise, donc du peuple roumain, imité en cela à peu près à la même époque par pratiquement toutes les nations de l'univers post-communiste. Et on peut dire que ça a duré comme ça, bah, pour une génération, hein, c'est-à-dire que c'est resté le cas presque, dans la plupart des cas, presque jusqu'au début des années 2010, quand bah, notamment la catastrophe démographique, hein, rattrapant aussi ces pays, et en l'absence d'immigration, hein, c'est pour ça qu'ils se font mousser. Vous savez, chez nous, il n'y a pas cette diversité, gna gna, ah bah oui, personne ne veut y aller. Bon. Euh, donc bah, les fermes n'ont pas été reprises, voilà. Et donc au bout d'un moment, bah, le chômage en général a plus ou moins disparu dans ces pays, aussi du fait d'une émigration assez conséquente. Et bah, comment dire, il y a eu réindustrialisation, pas tellement d'ailleurs par le développement endogène de telle ou telle industrie, mais bon, quelques délocalisations occidentales, mais surtout bah, par disparition, on va dire, de l'excédent de population, hein, donc, qui est soit mort, soit s'est exilé, voilà, et donc bah, maintenant
il y a plus de chômage et donc il y a plus grand monde non plus pour planter les salades, hein. Mais pendant 20 ans, il y a eu. Voilà. Et alors, la grande différence, justement, elle est dans la perception, elle est dans l'idéologie. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien pourquoi est-ce que tous ces gens tenaient tellement à émigrer, hein, et d'ailleurs l'ont pour beaucoup fait, et ceux qui ne l'ont pas fait, tout souvent le regrettent, et encore aujourd'hui vous expliquent que ah, si j'avais eu un peu plus d'esprit d'initiative, aujourd'hui je serais, je sais pas, je serais en Italie, je serais en Allemagne, tout ça. Bon. Et bien parce qu'en fait, vous voyez, le retour aux salades dans la Roumanie des années 90 et dans ces pays en général, c'était pas vraiment considéré comme un grand triomphe de la nation, hein. C'était bon, bah, c'était évidemment un moindre mal, hein, par rapport à crever de faim, oui, bon, les salades. Bon, mais enfin, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils avaient encore sous Ceausescu envisagé l'avenir. Alors, est-ce qu'ils l'avaient envisagé de manière très réaliste? Ça, on peut en douter. Mais enfin, toujours est-il qu'ils avaient d'autres projets quand même, hein, que les salades et que le poulailler. Et que bon, bah, l'idée de retourner au village et puis aux salades, et puis bon, bah, c'était pas vraiment. Ils en étaient assez modérément fiers, hein. Donc, ils se considéraient quand même plutôt, on va dire, comme les vaincus et les ratés de l'Europe, sinon de l'univers. Et il y avait un très net sentiment d'infériorité, hein, par rapport à peu près n'importe qui venant disons de l'extérieur ou du moins de l'étranger, à condition que ce ne soit pas un étranger trop africain. Bon. Euh, alors que là sur Radio Boomer, là, sur France 3, le commentaire, mais absolument dithyrambique, hein. C'est-à-dire, en réalité, c'était des accents soviétiques, hein. Donc c'était un style, c'était un ton de bulletin d'information, c'est-à-dire de propagande de l'époque stalinienne, hein. C'était les objectifs du plan qui vont être atteints et dépassés, hein, par l'héroïque peuple du Bouméristan, de l'Union soviétique, enfin, voilà. Et là, effectivement, on rejoint une observation qui a déjà été faite longtemps, avant que je commence mes propres observations boomérologiques. C'est une caractéristique, hein, c'est une caractéristique culturelle des boomers et qui, comme tant de caractéristiques, a été transmise donc au boomérisme mental, hein. Donc vous avez même des gens de 30 ans aujourd'hui, hein, en Francistan, qui sont capables donc de vous rédiger sur ce genre de sujet, hein, le retour aux salades, un commentaire absolument dithyrambique, un truc d'information, de bulletins d'information cinématographique de la fin des années 30 sous le Troisième Reich en Allemagne, un truc rédigé par Goebbels lui-même, hein. Donc le retour aux salades, dans ce commentaire, ça devenait le Macronistan volant de victoire en victoire, hein. Et oui, parce que les salades, entre-temps, c'est devenu le bio, hein. Et donc, bon, bah, au lieu de constater, hein, voilà, que ces jeunes sous-chiens qui probablement avaient, parce que maintenant c'est le cas de la grande majorité, quand même poussé leurs études au moins jusqu'au baccalauréat, peut-être même déjà commencé tel ou tel cycle universitaire, bon, dont on aurait pu penser qu'un jour ils dégageraient peut-être une valeur ajoutée industrielle, bon, bon, bah, non, ils font pousser les salades, mais c'est formidable. C'est c'est euh, c'est un Austerlitz maraîcher, hein. Et le Bouméristan, eh bien, redécouvre le néolithique, hein. C'est-à-dire que, comme le dit la blague roumaine, pour les enfants et les idiots, toutes les blagues sont toujours neuves. Et pour les boomers aussi, hein. Pour les boomers, le néolithique, c'est formidable, c'est un scoop, c'est une découverte. Vous voyez, vous prenez, je ne sais pas, des graines, etc., les enfoncez dans la terre bien humide, hein, surtout en ce moment, et puis aussi incroyable, aussi miraculeux que ça puisse sembler quand je le dis comme ça, mais au bout d'un moment, il va pousser des salades, vous voyez.
c'est la Terre, hein, voilà, l'eau, grâce donc aux précipitations et au rayonnement solaire quand il y en a, et au dioxyde de carbone. Bon, c'est mal, c'est mal le dioxyde, mais bon, il paraît que ça aide quand même. Bon. Et donc, bah, il y a des trucs qui poussent, qui peuvent même être comestibles. Et là, en fait, une fois que ça atteint une certaine taille, bah, il suffit de le récolter, et puis bah, on peut le manger. Ou quand on a quand on a plus faim, l'emmener au marché. Et donc là, il y a un autre truc absolument incroyable, hein, bon, qui a aussi à peu près 5000 ans, on va dire, hein, dans l'ouest de l'Eurasie, mais ça a suivi de peu la révolution néolithique, et c'est l'économie de marché, hein, c'est-à-dire que il y a possibilité, vous voyez, quand vous avez une grosse récolte de salades, comme ça, plein de salades excédentaires que vous ne comptez pas manger, et ben de les échanger contre d'autres produits qui vous font plus envie, parce que là, vous n'avez pas d'excédent. Et voilà, et donc, bah, vous voyez, en Francistan, de l'automne de 2023, on redécouvre et on réinvente, alors pas l'eau chaude, parce que pour la chauffer, il y a des problèmes de... Mais alors, le néolithique, l'agriculture, c'est voilà, c'est la découverte de la semaine sur FR3. Hein. Et c'est formidable. Et voilà, on est sauvés. Hein. Tous piqués, tous protégés, tous maraîchers, vers de nouvelles victoires, hein, néolithiques. Et on réinvente l'économie de marché, alors, bon, qui va ensuite quand même devoir passer par les fourches codines du fiscalisme. Et, bon, le commentaire de France 3 insistait moins là-dessus. Il faut dire que bon, bah, leur salaire à eux, hein, leur budget de fonctionnement, ça vient de là, hein, de l'extorsion fiscale. Bon. Donc, bon, on peut comprendre que voilà. Et donc là, effectivement, il y a quand même un constat scientifiquement intéressant du point de vue de l'histoire des idées, de l'histoire de la culture, c'est-à-dire que le booméristan aborde donc sa transition post-capitaliste, donc à la différence, hein, des Estiens qui avaient abordé leur transition post-communiste, dans une atmosphère, on va dire, de fatalisme, de dépression, de sauve qui peut. Bon. Et le booméristan, lui, aborde sa transition post-capitaliste absolument galvanisée. Hein. Le booméristan est mentalement inoxydable. Voilà, je compte maintenant redescendre au salon donc, où fonctionne ce téléviseur. Vous voyez, là, je suis à la mansarde. Parce que je n'exclus pas de nouvelles découvertes, hein, de nouveaux scoops, auquel cas je ferai bien entendu ici sur cette chaire de boomérologie, je procéderai à un breaking news, hein, une émission spéciale. Donc il se pourrait par exemple que je découvre en suivant FR3 que le tronc des arbres, une fois coupé, bon, correctement séché et fendu, permet, hein, moyennant un processus de combustion, d'améliorer, de faire monter la température ambiante. Hein. Donc, comme dirait le français ancien, hein, le français de l'ancienne normalité, de se chauffer. Hein. Notamment en période de sécheresse humide et relativement frisquette. Mais en attendant, je ne peux que renouveler ma recommandation habituelle qui est de circuler, étant donné qu'il n'y a absolument rien à voir.